écoutez la radio nationale du Mali, il est 13 heures à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bonjour, deuxième édition de Mali Actualité, les sommaires. La traite des êtres humains ne passera plus facilement au Mali. Le gouvernement et ses partenaires déclarent la lutte contre les phénomènes. Ils projettent la mise en place d'une stratégie et d'un outil commun de lutte. Élections dans les zones CMDT et OHVN demain, les producteurs de coton choisiront de nouveaux représentants pour animer les bureaux des unions des coopératives. Les explications du mandataire judiciaire de la Confédération dans cette édition. Programmeurs ou développeurs, ils sont présents sur le marché malien des nouvelles technologies. Le secteur connaît un regain de dynamisme malgré le scepticisme des patrons nationaux quant aux compétences locales. Environnement, la chronique met le doigt sur la plaie nationale, l'insalubrité qui est sur le point d'engloutir la ville de Bamako et face à laquelle tout le monde semble impuissant. Enfin, la page sport animée par Aridjou Matina qui nous parle de l'événement annuel du taekwondo, du match nul AS Real, AS Douane du Burkina Faso et d'autres nouvelles du sport ici et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'Organisation internationale pour la migration, OIM, les Nations unies et le gouvernement du Mali s'engagent à mieux lutter contre la traite des personnes. C'est dans ce cadre qu'un atelier de formation des formateurs a démarré hier à Bamako. Il sera question autour de cette rencontre d'un mécanisme de référencement national pour la protection des victimes de cette pratique. Un dispositif qui permet à tous les acteurs d'uniformiser leurs efforts pour une réponse commune face au fléau. Le compte rendu est signé Adama Djimde. La lutte contre la traite des personnes et l'immigration clandestine est conjointement menée par le Mali et ses partenaires. Pour mieux préparer la riposte, il convient de former des formateurs en mécanisme de référencement national pour la protection des victimes de la traite. Cette situation est une réalité dans notre pays, étant une terre d'origine, d'accueil et de transit des migrants. Mahmoudou Kassougué, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Conscient de ce phénomène et déterminé à l'endiguer, l'État malien a pris une multitude de mesures, parmi lesquelles la mise en place d'un comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et l'adoption de son plan d'action national. La coopération et la coordination entre les ministères, les services techniques étatiques, les acteurs de la société civile et les institutions internationales sont cruciales pour assister de manière systématique et holistique ces victimes innocentes. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Ce que nous voyons ici sur le terrain au Mali depuis quelques années, c'est un excellent exemple de travail conjoint, et je le souligne, entre le gouvernement du Mali et toutes les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers. Nous sommes et nous restons aux côtés du gouvernement du Mali et des Maliens dans la lutte contre la migration irrégulière et la promotion des droits humains. En matière de lutte contre la traite, l'OIM appuie le gouvernement à travers différentes initiatives, la protection et l'assistance aux victimes et le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain. L'ensemble de ce dispositif est soutenu par les Nations Unies. Pascal Rentiens, représentant du coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali. La traite des personnes est un crime et une grave violation des droits de l'homme qui sévit aussi bien dans les pays en paix que dans les zones de conflit et de catastrophes. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour saluer une fois de plus l'excellente qualité de la coopération entre le système des Nations Unies et le Mali et surtout remercier le gouvernement pour la facilitation accordée à l'Organisation internationale pour les migrations et à d'autres organisations humanitaires et de développement. Le mécanisme de référencement national permet d'avoir un cadre unique de réponse pour tous les acteurs impliqués. Le renouvellement des membres du conseil d'administration des différents bureaux des unions des coopératives de production des producteurs de coton débute demain jeudi 15 septembre dans les zones CMDT et OHVN. Quelle est la particularité de ces élections qui constituent la deuxième phase du renouvellement des bureaux des unions des coopératives de production de coton? Des explications du mandataire judiciaire de la Confédération
Souleymane Fomba au micro de Dougou Fana Traoré. Il s'agit pour les 42 unions sectaires qui comportent toute la zone cotonnière d'élire les membres du bureau et les membres du conseil de surveillance. Ce sont ces membres du bureau qui, élus au niveau du secteur, vont intervenir aussi pour désigner le bureau régional et ensuite jusqu'au niveau national qu'est la Confédération. Pour cette fois-ci, on donne la chance à chaque union sectaire de s'exprimer dans la plus grande transparence. Les élections du premier niveau qui se sont déroulées du 24 au 30 se sont bien déroulées. Les coopératives ont renouvelé leurs bureaux et ce sont les représentants de ces bureaux qui montent au niveau des unions sectaires pour choisir les membres des bureaux des unions sectaires. Donc, c'est le premier choix qui va exprimer encore la volonté des coopérateurs à ce stade-là. Donc, particularité, ce sont des élections qu'on veut transparentes, calmes et inclusives. Message particulier, d'abord les inviter au calme, à la sérénité. Nous avons pris toutes les dispositions pour que ce soit des élections transparentes, comme l'a souhaité le colonel Assimi Goïta. Il a invité tous les cotonculteurs à la paix, à sortir massivement pour faire la paix et à choisir les hommes auxquels ils ont confiance. Nous ne faisons que mettre en œuvre cette recommandation des plus hautes autorités et nous pensons que les coopérateurs choisiront cette occasion pour faire confiance aux hommes qu'ils ont librement choisis eux-mêmes. Les mandataires judiciaires de la Confédération des producteurs de coton, Souleymane Fomba. L'ONG Action contre la faim a tenu à Gao un atelier de plaidoyer sur la nutrition en faveur des communes de Tessit et Ntilit. L'activité s'inscrit dans le cadre de son programme Progress financé par l'Union européenne. Elle vise une meilleure responsabilisation des acteurs communaux en matière de nutrition. Rakia Toutouri. Cette journée de plaidoyer vise un engagement des communes d'intervention du programme de résilience et de cohésion au Sahel Progress. Le programme est mis en œuvre par un consortium d'ONG locales et internationales, dont l'ONG Action contre la faim. Harou Ibrahim Souleyman, chef de base par intérim de l'ACF. Le programme a pour objectif d'améliorer les conditions de vie, la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et face aux conflits à la cohésion sociale des populations vulnérables dans les régions les plus fragiles des frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au Mali, le programme intervient dans les cercles de Gao et Ansongo. Il vise également à accompagner le gouvernement dans sa politique sanitaire et nutritionnelle. Siaka Kanté, préfet du cercle de Gao. Aujourd'hui, la nutrition, c'est un problème de santé, un problème de développement. Et pour faire face à ça, il faut des instruments meilleurs, des instruments adaptés, appropriés pour ce faire. L'administration, quant à elle, jouera toute sa partition. Ibrahim Ag Efanfan, porte-parole des communes bénéficiaires. La nutrition, on a su que c'est très important. Nous allons faire des efforts, c'est dans notre intérêt, de notre population, de nos enfants malnutris. La journée a été mise à profit pour faire l'état des lieux de l'engagement des maires des communes de Tessit et Ntilit dans l'élaboration des PDSEC. Elle a également permis de faire la présentation du niveau de participation des organisations de la société civile au débat sur les PDSEC. Gao, Rakia Toutouré, Alassane Hamadou pour l'ORTM. 13h09 à Bamako, sur le continent, en Centrafrique. Tension autour de la rédaction d'une nouvelle constitution. La Cour constitutionnelle doit rendre une décision très attendue d'ici la fin du mois. Elle doit statuer sur la requête déposée par la plateforme de l'opposition, Bloc républicain de défense de la Constitution, contre le décret présidentiel créant une commission de rédaction d'une nouvelle constitution du pays. Ces membres sont visés par des manifestations et des menaces qui font peser une pression sur l'institution selon l'opposition. Le président égyptien est depuis hier au Qatar pour une première visite après 4 ans de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli hier par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à son arrivée à l'aéroport de Doha. Une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays, l'émir du Qatar s'est rendu en Égypte le 24 juin dernier. Fin mars, le Qatar a annoncé investir 4,5 milliards d'euros en Égypte, qui fait face à une crise économique, tandis que le géant qatari des hydrocarbures Qatar Energy a signé un accord avec l'américaine ExxonMobil pour accueillir une participation
de 40% dans un bloc d'exploration au large de l'Égypte. En Asie centrale, le président chinois Xi Jinping est aujourd'hui au Kazakhstan pour une visite avant de rencontrer demain le président russe Vladimir Poutine à Samarkand en Ouzbékistan. Xi Jinping n'avait pas quitté son pays depuis le début de la pandémie du Covid-19. C'est un voyage en 2 temps pour lui avec un sommet bilatéral Chine-Russie en Ouzbékistan. Depuis les indépendances de ces 2 pays de l'ex-Union soviétique, Pékin a beaucoup investi dans la région. C'est là que le président chinois avait lancé le projet des nouvelles routes et surtout des rails de la soie en 2013. Au Royaume-Uni, les sujets de Sa Majesté rendent aujourd'hui leur dernier adieu à la reine Elisabeth II. Le cercueil de la reine d'Angleterre est arrivé hier soir à Londres en provenance d'Écosse où elle est décédée jeudi dernier. Les Britanniques ont une dernière fois l'occasion de lui faire leurs adieux avant qu'elle ne repose pour l'éternité auprès de son époux, le prince Philippe, dans une chapelle du château de Windsor. Retour chez nous avec ces dossiers. Ils sont disponibles, compétents et pourtant ignorés par les entreprises nationales. Il s'agit des programmeurs et développeurs informatiques locaux, 2 corps de métiers qui font partie intégrante, sinon incontournable, dans le développement des TIC. Le travail du programmeur consiste à écrire des lignes de code. Celui du développeur va au-delà. Celui-ci intervient depuis la conception des projets informatiques. La crise du Covid-19 a boosté ce secteur qui souffre cependant d'un manque de reconnaissance de la part des chefs d'entreprise locales. Bemba Sibi. Le développement du numérique rime avec celui des métiers de l'informatique, au nombre desquels le métier de programmeur et celui de développeur. La différence entre les 2 fonctions est très infime. Dao Kadiatou Soumaré, ingénieur informatique. Le métier de programmeur, c'est un spécialiste dans le codage informatique. Donc, c'est un spécialiste du langage informatique qui a pour rôle de transcrire les instructions qu'on donne aux machines et du langage humain au langage machine pour que ça soit vraiment exécuté. Ousmane Koulibaly, ingénieur informatique. Le développeur, il est d'abord programmeur, mais ça va un peu plus loin dans le sens où le développeur, il arrive à piloter carrément des projets, depuis la conception de l'idée, jusqu'au développement, jusqu'à la programmation, la relation avec le client, la rédaction de certains documents techniques, comme les cahiers de charges, les spécifications techniques. Les 2 écrivent donc des lignes de code. Toutefois, le travail des développeurs va au-delà. Ils gèrent un projet depuis sa conception jusqu'à sa matérialisation. Dans tous les cas, les 2 corps de métier connaissent un essor circonstanciel avec la crise du Covid-19 qui a ouvert une nouvelle ère du numérique. Cette ère se caractérise par la volonté de nombreuses entreprises maliennes de dématérialiser certains services. Dao Kadiatou Soumaré, ingénieur informatique. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes de dématérialisation des procédures et on peut dire que le secteur est beaucoup plus en demande et il y a même plus de demandes même que de compétences. Ousmane Koulibaly, ingénieur informatique. Depuis l'arrivée du Covid-19, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été sollicitées pour mettre en place des outils de collaboration à distance, de télétravail, de vidéoconférence. Et ça a vraiment donné un coup de pouce quand même au secteur du numérique. Ce essor lié à un facteur exogène ne fait pas oublier à ces ingénieurs la triste réalité de leur profession au Mali, le manque de confiance à leurs compétences. Ousmane Koulibaly, ingénieur informatique. La plupart de nos entreprises ici préfèrent confier certains projets à des entreprises maghrébines, françaises, etc. Alors que nous avons des compétences ici. Mais il y a ce problème de confiance qui est toujours là. Dao Kadiatou Soumaré, ingénieur informatique. Il y a d'autres défis également qui sont liés à la maîtrise de l'électricité parce que tout ce qu'on fait, que ce soit les programmeurs, les développeurs, le travail que nous faisons, est vraiment lié à l'électricité et puis à la maîtrise des infrastructures réseau également. Avec le temps, ces ingénieurs, programmeurs et développeurs espèrent que la tendance va changer et que les entreprises maliennes vont de plus en plus leur faire confiance. Le recours aux compétences locales, cela fait partie aussi du consommé local. La page sport, c'est avec vous, Ari Dumatina. Bonjour. Bonjour, Tenemba Monikata.
Arts martiaux pour commencer, la Fédération malienne de taekwondo organise ce week-end sa plus grande activité annuelle. La Fédération malienne du taekwondo, FEMAT, organise le 17 septembre l'édition 2022 de son championnat national. L'événement est l'activité phare annuelle de la FEMAT. Il regroupe les meilleurs athlètes des différentes ligues régionales de taekwondo cette année. L'innovation est l'introduction du PUMSE, c'est-à-dire le kata. Chaque ligue régionale sera représentée par 33 pratiquants. La fédération est en train de mettre les petits plats dans les grands afin que l'activité soit une parfaite réussite. Le président de la FEMAT, Alioune Badara Traoré, nous parle des enjeux de ce championnat national. Le championnat national est le plus grand événement national qui se passe au sein de la Fédération malienne de taekwondo parce que ça regroupe toutes les ligues du Mali avec des combattants dans toutes les catégories, ce qui fait dans les catégories des seniors 16 participants, 8 filles, 8 garçons. Dans la catégorie des juniors, 10 participants. Et cette année, on a introduit encore un peu plus la compétition de PUMSE, ce qu'on appelle généralement le kata. Donc c'est la plus grande compétition qui nous permet de faire de la détection de talents sur toute l'étendue du territoire, de mieux étoffer l'équipe nationale pour qu'elle soit vraiment une équipe nationale. C'est-à-dire que toutes les régions du Mali puissent participer à la représentativité du pays. Voilà, le championnat national de taekwondo édition 2022, c'est samedi au Palais des Sports Salamatou au Maïga. Football, notre représentant en Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako, a fait match nul hier au Bénin contre AS Douane du Burkina Faso. En déplacement à Cotonou, l'AS Real de Bamako a fait match nul 0-0 contre l'AS Douane du Burkina Faso qui recevait cette match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. La rencontre retour est prévue le mardi prochain à Bamako. Une belle occasion pour les Scorpions de Bamako de s'imposer à domicile et poursuivre l'aventure. En Ligue des Champions, le Djoliba AC lui reçoit ce dimanche le Deportivo Mongomo qui avait gagné le match aller chez lui 2-0. Les Rouges de Bamako ont entamé hier la préparation de leur match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Battu 2-0 en Guinée équatoriale à l'aller, le Djoliba n'a d'autre choix que de tout mettre en œuvre pour s'offrir la qualification. C'est dimanche à Bamako au stade du 26 mars. Pour cela, il faudra un grand match de la part de l'équipe Djolibis. Et d'ores déjà, la mobilisation a commencé au sein de la Marée Rouge. Supercoupe Assimi Goïta, les demi-finales se jouent cet après-midi. Les deux rencontres au compte de cette demi-finale se jouent cet après-midi au stade Modou Konaté à 16h. Bamako affronte le CNT et juste après, le gouvernement joue contre Mopti. Mopti est l'équipe la plus séduisante et la plus performante jusque-là. C'est là après des rencontres de poules. Les footballeurs d'origine malienne Alassane Plia ouvrent enfin la porte de l'équipe nationale. Alassane Plia, du père malien, a toujours évolué sous les couleurs françaises depuis 2010. Il compte une sélection avec les Bleus. Dans un entretien accordé à nos confrères de Canal+ Sport 1, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, dans ses propos, semble disposer désormais de porter les couleurs nationales. Mais plus étonnamment, Alassane Plia affirme n'avoir jamais été contacté par la fédération malienne. Je n'ai pas eu d'approche du Mali, je n'ai parlé avec aucun coach selon l'avant-centre de 29 ans susceptible de changer de nationalité. Un appel du pied certainement de la part de l'ancien joueur de l'UGC Nice. Ligue européenne des champions, la deuxième journée des matchs de poule s'achève ce mercredi. Déjà à 16h45, il y aura les oppositions Milan AC Dynamo de Zagreb et Shakhtar Donetsk, Celtic Degos. Puis à 19h, les rencontres sont entre autres FC Copenhague, FC Séville, Glasgow Rangers qui sera face aux Italiens de Naples. La Juventus battue lors de la première journée accueille Benfica Lisbonne. Le Paris Saint-Germain se déplace en Israël pour jouer contre le Maccabi Haïfa. Les Blues de Chelsea, désormais entraînés par Graham Potter, reçoivent les Autrichiens de Salzbourg et Manchester City de son côté et qui va se déplacer du côté de l'Allemagne pour jouer contre le Borussia Dortmund. Les Citizens qui seront également avec leur attaquant irréductible Erling Haaland. Donc toutes ces rencontres sont prévues à partir de 19h. Merci Aridou Matina. Chronique de l'environnement. Toutes les contrées et villes du Mali sont insalubres et la ville de Bamako, la capitale, est anormalement sale. Marchés, rues, écoles et même les hôpitaux sont loin d'être des lieux propres. La population entière semble s'accommoder de cette situation pourtant peu banale.
La gravité du phénomène de l'insalubrité interpelle chacun et demande des mesures responsables individuelles, collectives et surtout une volonté politique avérée en lieu et place de l'accusation habituelle entre citoyens et États qui se rejettent mutuellement la responsabilité. La chronique de l'environnement en rediffusion s'intéresse aujourd'hui à la malpropreté hideuse de la capitale du Mali. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Bamako, notre capitale, abrite à l'heure actuelle plus de 3 millions d'habitants. Elle a beaucoup perdu de son lustre d'antan en raison de la dégradation de son environnement liée en partie à une croissance démographique rapide et anarchique et qui s'est accompagnée d'une prolifération sans précédent des ordures ménagères. Jonathan Poudjougou, chargé des questions d'assainissement environnemental à la mairie de la commune 6. Aujourd'hui, la problématique d'assainissement au niveau de la commune 6, c'est vraiment les questions d'inexistence de dépôts de transit. Ça, c'est un sérieux problème, comme dans les autres communes. Vu la taille de notre commune, aujourd'hui, la quantité de déchets que nous produisons aujourd'hui, vraiment, n'est pas collectée et destinée à un dépôt tel que nous l'avons souhaité. Imaginez aujourd'hui, Bamako, nous n'avons pas un seul dépôt de transit digne de ce nom. Donc, ce qui complique vraiment la tâche, n'est-ce pas, à nos autorités communales qui, malgré leur bonne foi, s'il n'y a pas un site approprié où acheminer les déchets, donc vous verrez aisément que nous allons de problème en problème. Donc, par conséquent, les questions d'assainissement vont toujours se poser avec acuité. Selon l'Institut national de la statistique INSAT, la ville de Bamako produit environ 1700 tonnes de déchets par jour. Modibo Zerbo est le directeur des services urbains de voirie et d'assainissement du district de Bamako. Il faut au minimum 2 dépôts de transit par commune aménagés. La stratégie avait prévu dans les périphéries de Bamako 4 décharges finales. Aujourd'hui, seule la décharge de Noumougou a été aménagée pour une superficie de 51 hectares, mais qui n'est pas opérationnelle parce qu'il y a des problèmes techniques de conception. La mairie, dans sa recherche, a pu identifier 3 décharges provisoires. Il faut que vraiment on ait des décharges finales. Aujourd'hui, Bamako produit 1786,79 tonnes par jour. Et quand on fait le ratio avec la cellule qui est aménagée, en 111 jours, la cellule est déjà saturée. Il faut qu'on change de comportement. Ce phénomène dangereux pour la population s'explique non seulement par le mauvais comportement de certains habitants, mais aussi et surtout les difficultés auxquelles sont confrontés les services chargés du ramassage des ordures. Adama Kone, conseiller municipal à la direction d'Ozone Mali. Dans le temps, dans la commune 2, il y avait 5 dépôts de transit qui faisaient que vraiment les intervenants, en tout cas, transitaient sur les 5 dépôts. Aujourd'hui, tous les dépôts ont changé de vocation. Il se trouve que c'est le seul dépôt qui doit contenir tous les déchets de la commune 2 est très très insuffisant. Jonathan Poudjougou, chargé des questions d'assainissement environnemental à la mairie de la commune 6. Nous, notre commune, la particularité de notre commune, c'est un peu la réorganisation du secteur. Autrement dit, depuis 2000, les autorités communales d'alors ont créé ce qu'on appelle une plateforme d'assainissement qui regroupe en son sein l'ensemble des acteurs intervenant dans l'assainissement. Et le premier acteur, ça, c'est la mairie elle-même, évidemment. Et nous avons les chefs de quartier, n'est-ce pas, qui sont membres de cette plateforme. Et les acteurs clés, qui sont les GIE, sont aussi dans cette plateforme. Donc, cette réorganisation du secteur nous a permis, n'est-ce pas, quand même d'appuyer les GIE, à les renforcer, n'est-ce pas, à organiser des journées de salubrité dans les quartiers, évidemment avec l'appui de certains partenaires en son temps. Même aujourd'hui, ça, c'est des activités vraiment que nous essayons quand même de faire tant bien que mal, parce que ça demande des ressources. Mais aujourd'hui, il y a un effort, une prise de conscience des acteurs eux-mêmes qui composent cette plateforme-là. Donc, pour que le secteur soit bien réorganisé, que la gestion des déchets soit bien harmonisée pour qu'on puisse savoir qui fait quoi, où, quand et comment et avec quels moyens. Il est donc impératif de chercher des pistes de solutions pour se débarrasser des ordures et vivre dans un environnement sain. Merci Agibou Koulibaly. C'est donc la fin de cette édition, une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré et Sidi Koulibaly, réalisation d'Ose Baba Diara Maïmouna Guindo, une édition que vous retrouverez en ligne grâce à Cheikh Abdulaziz Koulibaly, coordination générale Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.